intervention, j'ai eu l'opportunité de participer à une session dans l'après-midi sur le leadership scolaire. Mais je sais aussi qu'il y avait d'autres sessions parallèles, donc je pense que vous avez appris, que vous avez partagé beaucoup lors de sessions parallèles d'hier. Donc ici j'ai un panel de 4 pays. Comme vous le voyez, nous avons bien sûr le pays hôte, le Sénégal, représenté ici, avec Madame Abi, merci d'être là. Nous avons le Ghana, représenté par le professeur Georges. Nous avons aussi Francis Binet de la Côte d'Ivoire et mon collègue ici, directeur général au ministère de l'Éducation. On n'a pas pu avoir cette session hier pour des raisons que vous connaissez bien. Donc, ce que je voulais faire pour le temps qui nous est accordé, c'est d'essayer de leur donner l'opportunité de partager leur expérience. J'ai envie d'apprendre, et nous tous, nous avons envie d'apprendre, au vu de ce que nous avons discuté hier, sur l'importance de l'utilisation des langues dans l'apprentissage fondamental. Nous avons célébré hier le prix que ARED, en collaboration avec le ministère sénégalais de l'Éducation, a eu. Mais le plus important, c'est de comprendre comment un pays arrive à prendre une décision sur base des données probantes sur l'utilisation des langues, et non seulement de piloter, mais aussi de mettre à l'échelle. Donc, disons, ce qui marche. Et c'est ça un des problèmes que nous avons dans nos politiques. Donc, je vais vous poser comme première question ici, et je vais commencer ici avec mon collègue de la Mauritanie. Est-ce que l'utilisation de langue dans l'enseignement ou dans l'apprentissage fondamental est en cours dans notre pays? Est-ce que cela est visible dans vos politiques, dans vos stratégies et dans vos plans? Parce que c'est là où on va dire, parce que c'est facile de dire que c'est une priorité, mais est-ce que c'est visible? Avec des exemples concrets. Et le plus important, c'est de savoir, est-ce qu'il y a des défis que vous rencontrez dans la mise en œuvre de cette nouvelle politique? Je vous remercie. Merci, cher Albert, chers collègues, chers les invités et participants. Alors, je vais vous conter l'histoire de la Mauritanie. Oui, nous avons adopté l'enseignement des langues nationales, et ce depuis bien avant les indépendances. En 1959, les citoyens mauritaniens ont exigé l'introduction de l'arabe, qui est une langue nationale parlée par la majorité de la population, dans l'enseignement. Et l'autorisation avait été faite seulement pour 2 heures par semaine. Le travail a continué. En 1967, il y a eu des avancées parce qu'on se retrouve à 8 heures d'enseignement en arabe comme langue et 2 heures d'enseignement de l'instruction religieuse. Donc, je peux dire qu'en Mauritanie, depuis ce temps, l'enseignement de la langue nationale est en fait. Et ça s'est répercuté largement et positivement sur le système éducatif mauritanien. En 1979, nous avons aussi pris la décision d'introduire les autres langues nationales, le Pulaar, le Soninké et Wolof, dans le système éducatif en termes d'expérience. Cette expérience a été concluante. Elle a été validée par Breda de l'UNESCO. Mais en 1989, des situations politiques ont fait que cette expérience a été arrêtée et l'enseignement des langues a été placé au niveau de recherche. Au niveau de la faculté, les langues nationales sont apprises en tant que langue de recherche. Alors, en 2022, nous avons fait une loi d'orientation. Une loi d'orientation qui réinstalle les langues nationales comme langue d'enseignement. Et depuis lors, nous avons l'arabe, le pulaar, le soninké et le wolof qui sont intégrés totalement dans le système éducatif mauritanien. Pour les 3 dernières langues, nous sommes en phase d'expérimentation. Vous allez me dire pourquoi expérimenter quelque chose qui a marché. C'est vrai. Mais on n'avait plus de
enseignants. Tous ceux qui enseignaient sont partis en retraite ou ne peuvent plus être là pour dispenser des cours. Nous avons aussi, même la population, une certaine réticence quant à prendre une langue enseignée dans le système éducatif et nous n'avons pas des exemples probants dans d'autres pays. Parce que le souci du parent, c'est qu'est-ce que peut devenir mon enfant après avoir fini le cycle fondamental? Est-ce qu'il pourra suivre son enseignement supérieur dans la langue nationale? Donc nous allons profiter de cette phase pour convaincre les populations, pour avoir un dispositif qui puisse permettre d'accompagner ce choix. Et c'est pourquoi nous avons créé un institut pour la promotion de l'enseignement des langues nationales et qui a pour rôle d'accompagner tout ce processus en termes de communication, mais aussi en termes d'outils d'enseignement, des manuels, des guides et tout ce qui peut accompagner l'acceptation et la mise effective de cet enseignement au niveau du système éducatif mauritanien. Alors, pourquoi nous l'avons fait? Parce que nous sommes convaincus, et beaucoup d'autres sont convaincus aussi, que seule la langue maternelle permet d'assurer un apprentissage permanent, durable, et surtout que cet enfant, futur citoyen, soit ancré sur le culturel de son pays. Et ça, c'est une bataille de tous les jours, et je crois qu'encore le combat reste à mener. Donc, nous avons accompagné ça aussi par une autre mesure très forte. C'est de rendre l'enseignement, l'éducation, la scolarisation obligatoire et gratuite. En Mauritanie, du préscolaire à l'université, l'éducation est gratuite, l'enseignement est gratuit. Et en plus de cette gratuité, c'est devenu obligatoire. On n'a plus le choix, donc il faut visiter tous les Mauritaniens à des niveaux les plus reculés pour les convaincre de mettre leurs enfants à l'école. Et pour cela, il faut un accompagnement. Et c'est pour cette raison qu'en 2019, le président de la République, Mohamed Ould Ghazouani, a décidé de faire de l'enseignement fondamental un enseignement purement public. Donc dans l'enseignement public aujourd'hui, aux enseignants, de bénéficier de tous les moyens de la tenue scolaire qui est là, qui met tout le monde au même niveau. Et ça, c'est un défi très important parce qu'il faut le faire passer. D'abord des réticences, et ensuite nous avons aussi des partenariats avec d'autres pays, mais on a laissé les écoles privées pour les étrangers. Et nous avons fait aussi des actes très forts parce que pour un apprentissage, il faut des enseignants bien formés. Il faut des enseignants même, donc un recrutement en nombre d'enseignants, mais aussi des enseignants qui peuvent se retrouver dans les coins les plus reculés du pays. Donc nous avons mis en place un plan d'action, le PNDSE, le Plan national de développement du secteur éducatif 2024-2030, pour accompagner tout ça. Donc des mesures très fortes en termes d'amélioration de qualité, en formant les enseignants. Des mesures très fortes pour accompagner le recrutement des enseignants au niveau local. Ce n'est plus un recrutement national, mais l'enseignant, l'appel d'offres est fait en fonction du lieu où on a besoin. Et ceux qui voudront y aller vont postuler pour ça. Mais nous avons créé aussi, et elle était créée là, la prime d'éloignement. Un enseignant qui sert dans un milieu reculé, en plus de son salaire, il a une prime d'éloignement qui lui permet d'exister. Nous avons aussi créé la prime de CREI, qui aujourd'hui permet d'augmenter le salaire des enseignants sans toucher les autres fonctionnaires. Donc cette prime de CREI aussi, nous l'avons valorisée à 150% depuis quelques années, ce qui permet de fixer l'enseignant, de le former. Et la formation, nous avons mis en place une plateforme hybride qui permet aujourd'hui de faire une formation à distance, mais une formation à présentiel délocalisée. Nous avons créé 63 salles de formation dans les 63 départements qui existent pour que désormais la formation, le plus loin possible, c'est dans le département. Et c'est important qu'on mette là-dessus. Bon, voilà en quelque sorte quelques éléments pour montrer que c'est la priorité. Et le budget de l'État mauritanien a augmenté. Il faut d'abord sécuriser ce budget. Et c'est important pour ce qui est des défis. Nous sommes d'accord aujourd'hui que le défi de qualité des apprentissages reste posé. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de prendre la parole, mais quand même, voilà en quelque sorte des éléments qui sont probants, qui montrent que l'apprentissage et l'introduction de langue nationale constituent une priorité nationale. Merci beaucoup, monsieur Ousmane. Merci. Je reviendrai au sujet justement du financement de ce que vous êtes en train de faire. Je vais prendre maintenant Binet. Monsieur Binet, je sais que la Côte d'Ivoire, en matière de l'utilisation des langues nationales, vous êtes encore au niveau expérimental. Mais je vais lier ça aux résultats des évaluations du PASEC
2019-2020, qui n'était pas du tout bon. Je ne peux pas dire ainsi. Mais une chose que nous reconnaissons de la Côte d'Ivoire, c'est la façon dont le gouvernement a pris cela et a créé donc ces états généraux pour essayer de définir les priorités et de s'engager. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment justement cette idée d'expérimenter les langues nationales a commencé et qu'est-ce que vous voyez justement qui va suivre, parce que nous sommes certains qu'il y aura de bons résultats, mais quelle est la suite? Parce que c'est ça, l'expérimental c'est important, mais ce qui vient après qui importe. Comment vous allez vous y prendre en ça? Merci. Bonjour, chers collègues, chers invités. Merci Albert. Effectivement, quand nous regardons les expériences qui sont menées, par exemple au Sénégal, en Mauritanie, la Côte d'Ivoire est dans un état, je dirais, embryonnaire par rapport à la question de l'introduction des langues dans l'enseignement. Effectivement, nous avons 19 régions où sont expérimentées les langues sur 360 écoles et nous serons dans la phase 3, nous sommes bientôt dans la phase 3 en termes d'expérimentation. Mais pour en revenir à la question posée sur les résultats des apprentissages tels que nous avons reçus, vécus et exploités par rapport à l'avenir. Effectivement, les résultats du PASSEC 2019, vous avez utilisé un euphémisme, étaient pas bons du tout. Et nous avons reçu cela comme une onde de choc. Depuis le citoyen lambda jusqu'au leader le plus élevé, avec la diffusion de ces résultats sur les réseaux sociaux et une prise de conscience que le développement de l'éducation n'était pas seulement une réponse à l'accès aux bâtiments, mais plutôt à la qualité des apprentissages et notamment des apprentissages fondamentaux en lecture et en écriture, en calcul également. Donc, sur cette base, ce qui a été fait en Côte d'Ivoire, suite aux recommandations des États généraux, je dirais d'abord par rapport à la question des apprentissages et je viendrai ensuite par rapport à la question des langues. Au niveau des apprentissages, sur la base de ces résultats observés, la Côte d'Ivoire déjà avait commencé à initier un certain nombre de projets pour expérimenter des approches pédagogiques qui permettraient d'améliorer la qualité des enseignements et des apprentissages. Il s'agit notamment de l'enseignement structuré que beaucoup dans cette salle connaissent. Il s'agit également de la remédiation. Et donc, ces expériences étaient menées avec l'appui des différents partenaires dans différentes zones de la Côte d'Ivoire. L'onde de choc a permis au gouvernement de revenir à sa responsabilité première, celle de prendre en charge la question des apprentissages et d'aller vers un cadre institutionnel établi. Et ce cadre institutionnel se dessine aujourd'hui avec un PNAPAS, c'est le programme national d'amélioration des premiers apprentissages scolaires, et sa stratégie. Ce cadre institutionnel intègre une théorie du changement, intègre également des éléments qui sont des leviers pour permettre à ce programme-là d'être déployé avec efficacité. C'est-à-dire pour soutenir cette nouvelle vision. Il s'agissait d'adapter les contenus des ouvrages, de produire des ouvrages adaptés et de les mettre à disposition de façon gratuite à tous les enfants de Côte d'Ivoire par rapport à la lecture et au calcul. Deuxième étape, il s'agissait également de former les enseignants aux nouvelles approches
qui ont été identifiés dans le cadre de la stratégie. Troisième étape, il s'agissait également de superviser l'application de ces nouvelles approches à travers les conseillers pédagogiques sur le terrain et leur permettre également d'avoir des feedbacks et à travers un coaching et aller de l'avant par rapport à l'identification des difficultés des élèves. Ça permet de voir également que dans cette stratégie, la question également des données était importante. Donc, il y a une systématisation de la mesure des apprentissages à travers l'application des tests EGMA au niveau du primaire pour permettre à la Côte d'Ivoire chaque année de voir l'évolution des progrès qui sont effectués. Tout ceci, c'est un cadre cohérent avec la définition des rôles et des responsabilités de toutes les parties prenantes. Quand je parle de parties prenantes, il y a les parents d'élèves qui ont été mobilisés dans le cadre du déploiement du NAPAS. Aujourd'hui, nous pensons qu'il faut qu'ils aillent un peu plus loin. C'est-à-dire, c'est le soutien qu'ils apportent à leurs enfants par rapport aux apprentissages à la maison. Il y a les syndicats qui ont été mobilisés. Il y a les comités de gestion également qui ont été, des écoles qui ont été mobilisées. Aujourd'hui, sur cette base, je vais me référer à un syndrome que mon collègue qui est dans la salle, M. Meïté, m'a fait part hier. Il a parlé du syndrome du faux malade. Le syndrome du faux malade, c'est qu'il est malade, il rencontre un médecin qui lui fait une très bonne prescription. Il a sur la base du diagnostic qu'il a effectué. Il lui dit, vous prenez les médicaments 2 le matin, 2 à midi, 2 le soir. Mais il prend les médicaments 2 le matin, il saute celui de midi. Le soir, il s'est dit, il est un peu soulagé, donc il passe outre cette prescription du soir. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, pour résumer ce que je suis en train de dire, le cadre institutionnel est établi. Les mécanismes sont en place. Il s'agit de voir l'articulation, la bonne articulation de toutes les séquences qui ont été identifiées dans ce cadre-là. De voir comment l'âme nécessaire pour faire fonctionner ce schéma est vivante et permettre d'atteindre des résultats optimaux. Et donc, nous veillons à ce qu'il n'y ait pas ce syndrome du faux malade-là qui s'insère dans le système. Et donc, nous essayons d'avoir toutes les approches possibles, tous les appuis possibles pour faire l'évaluation, pour renforcer notre système de suivi-évaluation des processus, d'exploiter au mieux les différentes données que nous mobilisons au travers des évaluations que nous faisons. Mais pour revenir à la question charnière qui concerne la question de la langue, ça a été une des recommandations des États généraux qui ont dit qu'il faut que la Côte d'Ivoire aille vers une politique linguistique où la Côte d'Ivoire puisse exploiter ces expériences qui sont menées dans le cadre de l'ÉLAN, l'école des langues nationales, et pour voir comment nous déployons pour donner la possibilité à nos enfants de s'appuyer sur les langues nationales. Mais sur la question, nous avons de beaux exemples au Sénégal, en Mauritanie et dans d'autres pays et qui pourront nous servir de levier. Tout à fait, tout à fait. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut lui faire le... So, Professor George, I'm sure you picked what our colleague from Mauritania, there was a lot of emphasis on teacher professional development, incentives. They have really come up with very interesting motivation, measures for teachers, because teachers are really playing a key role in this issue of multilingualism, especially for foundational learning.
I was part of the Ghana National Education Forum last year that you chair, and this issue, I remember, came up as a way of addressing learning outcomes in foundational learning. So I would like to hear from you, how far have you gone since then? Is there a new policy in this regard? Are there concrete actions that you see on the ground? And what is really the approach that you are taking to scale whatever is going on in the country when it comes to multilingual foundational learning? Thank you. Thank you very much, and I stand on all protocols. As to what we are doing to strengthen foundational learning and sustain it, I must begin with apologies from my Honorable Minister, who would have been here himself, and he really commends the founder of EDAN and the Senegal delegation for this event. I must also start by using myself as an example. I have been a teacher. I was taught in a multilingual context. I'm from the central region of Ghana, but my father worked in the Volta region, and the policy then was that you studied the dominant language where the school is located. So even though I'm a Fanti from the central region, I had to study Ewe in the Volta region. And that helped me to develop additional language. And I'm sharing this to prove that when multilingualism is strengthened at the foundational level, even without further studies, the reading skills, the writing skills, the speaking skills that are consolidated at the foundational level can be leveraged upon to succeed in whatever language. I am an example of that. I have never had a secondary school education. My highest pre-university education had been basic education. But because I studied Ghanaian language and developed skills in phonics and reading skills, I was able to build on the English to the extent that I'm now a professor. And that's why I'm saying that foundational learning, so far as Ghana is concerned, and multilingualism started long ago. But, if you are clapping for me, clap well. Yeah, but the journey has been a checkered one. Sustaining it has been on the principles of policy statements. We have not had policy in it. In 2025, however, following the National Education Forum you talked about, the government, and for that matter, the president, has made foundational learning and multilingualism a presidential priority. And the Vice President, Her Excellency, Professor Jenana Opoku-Agyeman, has been made a champion of foundational learning, and she is a language person herself. One of the things that we are doing, so far as teacher is concerned, is that we have identified an issue of deployment. Even though we're talking about language, teaching, placing importance on it, we do not have teachers across the country who can teach. We don't have sufficient of them. Not because we don't have teachers who can teach, but how to deploy them to the context has been a challenge. And there has been an intentional effort to develop this in our teacher training colleges. The second issue lies with curriculum. We are currently reviewing the curriculum to ensure that multilingualism becomes key along literacy levels. We're looking at mathematics literacy, science literacy,
cultural literacy and then language literacy, because we have convinced through evidence we have gathered from organizations such as Lively Mind, that uses parents to facilitate local language, Ghanaian language, through Saber Trust, whose work has actually proven that language is very critical, and that if the child is able to develop literacy, reading skills well, he can do mathematics, he can do science, he can understand language, English language well, he can understand the values embedded in cultural states. So these four we are doing. Now we also realize that it is not easy. The beauty of the bird depends on its feather, and for that matter, funding. So what government has done is, yes, we have partnerships, we have leverage on local industries. Our cocoa industry, for instance, we have 10 cocoa industries that have partnered Jacobs Foundation to scale in the scale project. Government has also made it an intentionality to get money from the Ghana Education Trust Fund, GET Fund. GET Fund was initially established through a 2.5% tax to support tertiary education. But government has now suggested that a portion of that GET Fund should go into foundational learning to promote that. And 2025, we had 13.5% of GET Fund budget going into that. But we still have challenges. One of the biggest challenges we have relates to mindset. There are still people who believe that Ghanaian language is inferior, and that if you want to be accepted globally, then the emphasis should be on foreign language. Thus, we are trying to address through another national forum that is coming up. But government has made it a policy that KG to primary 3, the medium of teaching should be a Ghanaian language. English should be taught as a subject. From primary 4 going, English will become a medium of teaching alongside other foreign languages. In fact, there's conversation going on now to include French and then Chinese. That conversation is going on. French, very critical, because you know our borders, we have French-speaking countries, but we don't speak. And yesterday, I saw the defect. As I sat, and then this thing wasn't working well, what I did was I was observing. As soon as people started nodding, I also nodded. When they clapped, I also clapped. That was a defect. Thank you. So thank you very much for that. Thank you. Thank you so much. Alors, Madame Abi, je pense que vous avez suivi les expériences des différents pays ici. Et il y a une raison qu'on a déjà citée hier, la raison pour laquelle cette conférence se passe ici. C'est notamment de célébrer donc le prix IDAN. De vous dire que le Sénégal et votre ministère est déjà engagé dans cette pratique depuis un certain temps. Vous venez de suivre les interventions de la Mauritanie, donc il a insisté sur la question des enseignants et sa motivation en particulier. La Côte d'Ivoire, qui est encore au niveau expérimental, avec surtout un accent sur les évaluations. Le Ghana, qui avait déjà le multilinguisme dans la politique, mais alors que ce n'était pas très articulé dans la pratique. J'aimerais savoir quels conseils et quelles leçons vous tirez de ceci, en particulier pour la question de la mise à l'échelle, parce que c'est ça le grand problème que nous avons. Il y a des bonnes initiatives, mais qui restent au niveau pilote. Quels conseils vous tirez de ça, et surtout pour le cas du Sénégal, pour la mise à l'échelle? Merci. Je vois qu'il nous reste 15 minutes, on va essayer d'aller très vite. Rapidement. Merci beaucoup, Albert, chers panélistes, mesdames, messieurs. Donc, je voudrais revenir par rapport à l'exemple du modèle harmonisé d'enseignement bilingue au Sénégal. Juste rappeler que le Sénégal
a fait de l'apprentissage fondamental un pilier central de sa politique éducative. Considérant, vous l'avez rappelé hier, Albert, que le socle, c'est l'apprentissage fondamental. C'est la maîtrise des compétences de base qui constituent le pilier, le socle du développement du capital humain et de la transformation structurelle de chaque pays. Donc, qu'est-ce qui est recherché? In fine, c'est l'émergence d'un pays, c'est le développement économique. Et ceci n'est possible que grâce à un capital humain fort et qualifié. Et ceci n'est possible si nous avons des enfants bien outillés, bien formés, des citoyens de demain. Et c'est arrimé dans les priorités, dans les documents de politique, à travers la loi d'orientation 91-22, arrimé à la vision de transformation, à l'agenda de transformation 2050 et aux politiques d'éducation sectorielle. Arrimé également à la refondation curriculaire, arrimé entre autres à la mise en œuvre des réformes structurantes. C'est pour dire tout simplement, mesdames, messieurs, nous avons besoin d'un engagement fort des politiques. Et au niveau du Sénégal, ça apparaît dans tous les textes et lois. Au-delà, il faudrait qu'on rappelle qu'au niveau du Sénégal, depuis les années 70, nous mettons en œuvre des initiatives par rapport à l'utilisation des langues nationales. La dernière expérience s'est terminée avec le programme Lecture pour tous, financé par LPT. On s'est dit qu'il faudrait qu'on aille vers une souveraineté cognitive. On a besoin d'avoir un modèle sénégalais pensé par les Sénégalais. C'est ce qui nous a valu d'avoir le modèle harmonisé d'enseignement bilingue au Sénégal, qui est le creuset fédérateur de toutes les initiatives que le Sénégal a eu à connaître depuis les années 70. Maintenant, ce qui fait le charme de ce modèle, nous avons pris toutes les initiatives à travers une approche participative, inclusive, avec l'accompagnement, bien entendu, des universitaires. Ça, c'est la vision politique. Au-delà de la vision politique, il faudrait qu'on ait un dispositif, parce que tout se passe au niveau terrain. Mais très cher, pour chaque système éducatif, qu'est-ce qui est recherché? La préoccupation de chaque système éducatif, c'est de voir comment faire pour améliorer les apprentissages, comment faire pour booster les rendements de nos enfants. Et les évidences nationales et internationales ont montré que lorsque l'enfant apprend par une langue qu'il connaît et qu'il maîtrise, les résultats s'améliorent. Donc on s'est lancé avec tous les professionnels de l'éducation du Sénégal pour mettre en œuvre le modèle harmonisé d'enseignement bilingue au Sénégal. Ça, c'est la vision, les dispositifs, mais tout se passe au niveau du terrain, dans la classe. Si nous voulons atteindre les enfants, nous pensons par les enseignants. Donc, le premier intrant de qualité, c'est les enseignants. Il nous faut des enseignants bien formés, bien outillés. Et à ce titre, à travers le modèle harmonisé d'enseignement bilingue au Sénégal, nous savons former plus de 15 000 enseignants pour mettre en œuvre la réforme. Les inspecteurs sont outillés. Sur les 529 inspecteurs que compte l'élémentaire, 339 sont déjà formés. Nous avons une couverture géographique. 12 académies sur 16 sont couvertes. Donc c'est pour dire que nous sommes très en avance. Sur les 8 989 écoles élémentaires du Sénégal, 7 325 écoles sont couvertes, soit un taux de couverture de 81,48%. C'est pour vous dire tout simplement, Albert, que nous sommes bien en avance par rapport à la mise en œuvre du modèle harmonisé d'enseignement bilingue au Sénégal. Sans oublier cette dynamique partenariale au niveau international, au niveau continental, avec des plateformes qui existent. Nous avons ADEA, nous avons LIP avec la Banque mondiale, nous avons Kix Africa, entre autres. Au niveau local, nous avons ARET, qui est le bras technique du ministère, qui nous appuie énormément. C'est pour dire tout simplement que c'est tout un peuple en symbiose
autour de ce modèle pour faire avancer les choses. Tout à fait. J'ai pas suffisamment de temps parce que je vois, tant que vous avez encore le micro, je voulais vous poser chacun une minute pour chacun. Ce que vous dites, la mise à l'échelle, je suis tout à fait d'accord, mais ça demande des moyens financiers. Alors, j'aimerais savoir, dans le contexte actuel où l'aide au développement est en train de couler, si je peux utiliser, et où les pays doivent se chercher en eux-mêmes les moyens financiers pour réaliser ce que nous disons. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple du Sénégal? Comment vous êtes parvenu à garder l'enseignement ou l'apprentissage fondamental comme prioritaire en matière budgétaire? Un exemple ou deux. En matière budgétaire, vous savez, le plus grand défi que nous avons, c'est la mise à l'échelle. Le défi de la formation, le défi du matériel didactique, de la communication et de la mobilisation communautaire. Et tout cela dépend de la disponibilité des ressources financières. Donc nous actionnons au niveau du Sénégal un premier levier qui consiste à un financement endogène où l'État est leader dans le financement de ces réformes. Nous sommes en train de nous battre avec le ministère des Finances et nous avons, avec l'appui de la Fondation Gates, IBP, qui nous aide dans le financement endogène. Donc, il y a des avancées, certes, mais il y a des efforts à faire par rapport à ce premier levier qui est le financement endogène. Le deuxième levier, c'est la mobilisation du secteur privé et des collectivités territoriales. Il faudrait que les compatriotes, les patriotes sénégalais sentent la nécessité de contribuer à l'effort de l'éducation. Enfin, Albert, le troisième levier, c'est un engagement renouvelé des partenaires techniques et financiers, des philanthropes que nous remercions, pour vraiment davantage accompagner la mise à l'échelle du MOREPS. Parce que là où nous en sommes, c'est la première fois dans l'histoire, il ne faudrait pas qu'on recule. On voudrait ensemble se mobiliser davantage pour vraiment réussir cette mise à l'échelle. Merci beaucoup, Madame Abi. Vous pouvez la réclamer. Merci beaucoup pour... Je reviens vers vous, Monsieur Binet, en une minute. Tout ce que nous sommes en train de dire ici demande des moyens financiers. Et on sait très bien le contexte dans lequel nous sommes. Est-ce que vous pouvez me donner un ou deux exemples où le ministère, et vous en particulier, vous arrivez à prioriser l'allocation budgétaire pour l'enseignement fondamental? Parce que finalement, c'est que Mme Abi vient de le dire, le problème réside dans la continuité et dans la consistance. Est-ce qu'un exemple ou deux de ce que vous faites justement pour créer ces opportunités de financement innovantes? Okay. Au-delà des financements, des mécanismes de financement innovants que nous explorons en Côte d'Ivoire, il faut mettre en avant également l'effort endogène de l'État. Aujourd'hui, c'est 23% du budget de fonctionnement qui sont consacrés au secteur de l'éducation en Côte d'Ivoire. La référence, c'est entre 15 et 20%. Nous allons au-delà. En termes de produit intérieur brut, nous sommes autour de 4%. Ça veut dire que de façon interne, il y a des efforts qui sont faits. Mais au-delà des financements traditionnels que nous connaissons, bilatéral, etc., nous explorons des mécanismes nouveaux. Par exemple, la conversion de la dette. Aujourd'hui, il y a deux mécanismes qui sont en cours. C'est le contrat de développement, de conversion de la dette dans le cadre de la coopération française. Avec la Banque mondiale également, il y a le D4D, qui est Debt for Development. Et également avec le secteur privé et les fondations en Côte d'Ivoire. Nous avons, avec la fondation Jacobs, entrepris un mécanisme qui nous conduit à une capitalisation où l'État de Côte d'Ivoire est partie prenante avec les industriels qui financent, qui travaillent dans le secteur de la cacaoculture et du chocolat. Et donc, ce sont des initiatives qui sont en cours et qui complètent les efforts de l'État. Mais je voudrais également dire que dans le cadre du plan PASS, par exemple, au lieu de continuer à mobiliser des ressources pour financer,
nous intervenons dans les modules de formation initiale pour que les enseignants qui sont en formation puissent bénéficier de la formation et qu'on réduise les coûts liés à la formation continue, où une stratégie a été adoptée, c'est celle de l'hybridation de la formation. Ça, c'est très important. C'est très important. Au-delà de la mobilisation, c'est l'efficacité dans l'utilisation des ressources disponibles. Ça, c'est un bon point. George, I'm coming back to you for 1 minute. I think I like the example where a decision has been taken at the highest level to take foundational learning as a priority. But I would like to get 1 or 2 examples where this is actually being translated in budget allocation for foundational learning. Do you have an example? Any innovative financing that you can actually bring specifically for foundational learning? Yeah, one of them is what I mentioned with the Ghana Education Trust Fund, where 13.5% was allocated, because it hasn't been the case. It has always focused on secondary education and higher education. So for the first time, there's that intentionality. There's also about 15, I can't be specific, but 15, 15, and 20% of the ministry's budget is targeted at foundational learning. And the minister at the last time was saying that he is going to place a cabinet memo to initiate a dedicated funding for foundational learning. So these are some of the moves that have been taken, yeah. Thank you, George. Thank you, and thank you for using the 1 minute time that I gave you. I really appreciate that. Je vais terminer par la Mauritanie parce que j'ai beaucoup apprécié les efforts que votre gouvernement fait en matière de créer des ressources de motivation des enseignants. Mais pour la mise à l'échelle, la question que j'étais en train de poser, si vous avez juste 1 minute, vous, est-ce qu'il y a un exemple de financement innovant dans la mobilisation des ressources pour l'enseignement fondamental que vous pouvez partager? En 1 minute. Merci. Je fais mienne d'abord toutes les propositions qui ont été avancées par nos collègues. On les applique chez nous. Mais avant de citer un exemple, je voudrais vous rassurer d'abord que la gestion du budget, c'est d'abord gestion de l'existant. Aujourd'hui, nous avons un problème. Est-ce qu'il n'y a pas un gaspillage dans les ressources que nous avons en termes de personnel enseignant, en termes de tous les moyens qu'on injecte dans l'éducation? Est-ce qu'on les gère bien? Et aujourd'hui, nous sommes dans une politique de gestion de ce que nous avons. En termes d'enseignants, aujourd'hui, c'est fini. On ne s'absente pas, on n'abandonne pas, parce qu'il y a énormément de mesures incitatives, mais aussi des mesures qui sont là, qui vont permettre de dire aux gens où vous vous présentez, où vous quittez. Donc, aujourd'hui, on ouvre à l'heure, au temps, et on ferme à temps. Et les mesures qui permettent aux enseignants d'être à l'aise dans leurs établissements, c'est d'être affectés correctement, d'être nommés correctement. Donc la promotion de carrière est suivie. Aujourd'hui, nous utilisons des plateformes où aucune personne n'intervient. Nous avons des plateformes qui sont là, qui s'occupent des affectations, des nominations, de tous les mouvements qu'il y a. Et si bien qu'aujourd'hui, le 30 juin hier, on a fini tout ce qui est affectation pour l'année prochaine. Donc en prenant seulement ça, donc c'est rationalisé. Et deuxièmement, vous l'avez dit, c'est prioriser les zones d'intervention. On ne peut pas aujourd'hui se permettre de se disperser. On ne peut pas se permettre aujourd'hui de prendre des initiatives de construction qui viennent. On nous construit tout, mais on ne peut pas, on nous laisse la gestion. Alors que la gestion est 10 fois plus importante, plus chère que la construction de l'édifice qui nous a été donné. Donc il y a des efforts que nous, pays, nous pouvons faire. C'est aujourd'hui nous avons besoin des gouvernements forts. Nous avons certes des associations très fortes, mais je lance un cri de cœur, nous avons besoin de régimes très forts. Et sur ce, je sais qu'il y a des efforts qui sont mutualisés, s'il vous plaît. Merci beaucoup, merci beaucoup. So, I see two timekeepers the other side. So, Salah and Lucy, I hope I use the time as much as You've the done best I an can. excellent job. Thank you Please so much. applaud Thank you for so much. Albert. Woo, woo. So, just 1 minute to thank really the panelists here. We thank you so much for sharing your experiences. Really very interesting. I hope we'll continue this dialogue during the upcoming flex. Please bring some of those examples. That's what we want to hear from you.
examples so that we can see how we connect with available tools. So we'll be talking about flights, you know, the launch of the flights, how flights will actually be one of the instruments that can support, you know, becoming more creative and raising the efficiency that you're talking about, which I think is a very important point. Donc, je voudrais dire que j'ai beaucoup aimé les panélistes, les différentes expériences qu'ils ont partagées. Je pense qu'il y a 3 éléments que je retire de ce qui se passe. Je prends l'exemple de notre collègue de la Mauritanie. La question d'efficacité dans l'utilisation des ressources, je crois que c'est quelque chose de fondamental dans le contexte actuel. Ce que Binet je garde de lui, c'est le renforcement des évaluations. Je crois que c'est très important. Et l'utilisation aussi des ressources pour répondre aux besoins et aux attentes en matière des résultats de l'apprentissage. Je pense que Georges nous a apporté un exemple important qui montre comment le leadership a un rôle important à jouer pour garantir que ce que la politique dit se traduit en effet dans les classes, dans les écoles. Et en fait, Abi, l'exemple que vous avez donné qui me semble très important, c'est ce partenariat dont nous avons besoin. Seul le ministère ne peut pas tout faire. Je pense que l'exemple que vous avez avec ARED, c'est quelque chose que nous devons tous apprendre. Mais plus important, c'est de considérer finalement que l'apport que nous recevons des bailleurs, c'est catalytique. Les pays doivent absolument mobiliser les ressources en interne et je pense que c'est quelque chose sur lequel on va revenir. Donc, merci beaucoup pour votre temps et je remets la parole. Sous vos applaudissements, bravo, 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 bravo à ce panel qui en effet nous a